Bonjour à tous. Dans mes 4 vérités, je reçois aujourd'hui Dr Yeo Kanabé Oumar, maître assistant et porte-parole du CODEC, entendez, collectif des enseignants et chercheurs de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Bonjour et merci de nous recevoir ici à l'université Félix Houphouët-Boigny. Bonjour. Alors, docteur, avez-vous des nouvelles de vos collègues et camarades aujourd'hui détenus à la MACA? Oui, merci pour cette occasion. Il faut dire que nous avons rencontré depuis dimanche matin. Nous étions en visite là-bas. Nous avons pu donc rencontrer le camarade de la secrétaire générale de la SENEC, Johnson Kwasi Zamina, et Dadé Joël, qui sont co-détenus. Je peux dire qu'ils vont bien. Le moral y est aussi. Et est-ce que vous faites de leur libération l'une des conditions d'un retour au calme à l'université Félix Houphouët-Boigny? Nécessairement, vous comprendrez que ce n'était pas là nos revendications principales. Et malheureusement, aujourd'hui, nous sommes obligés d'en tenir compte. Vous voyez même que lors de leur arrestation, après leur arrestation, il y a les syndicats du primaire qui étaient en négociation avec leur ministère, qui ont interrompu ou suspendu les négociations en signe de protestation. Pour vous dire qu'aujourd'hui, leur libération est sur la table. Il faut qu'ils soient libérés pour qu'on reprenne le combat là où on l'a laissé, c'est-à-dire traiter les vrais problèmes, les problèmes qui sont vraiment relatifs à notre corporation. Alors, nous allons parler de vos revendications tout à l'heure. Ce mercredi, en Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement, M. Sidi Touré, a clairement dit que ces grèves dans l'éducation nationale et dans l'enseignement supérieur sont injustifiées et qu'elles ont de forts relents politiques. Comment réagissez-vous à cela? Bon, il est de coutume dans ce pays de tout politiser, malheureusement. Sinon, c'est quand même étonnant qu'après près de 3 semaines, bientôt 1 mois de grève dans les établissements du primaire, aujourd'hui à l'université Houphouët-Boigny, une grève qui a commencé dans cette université, qui s'étend aux autres universités de Côte d'Ivoire, et qu'au Conseil des ministres, 3 semaines après, ce ne soit pas à l'ordre du jour. C'est vraiment étonnant et curieux. En tout état de cause, tenons à dire, n'est-ce pas, à l'opinion nationale et internationale, qu'on veut politiser une lutte qui ne l'est pas. Nous posons des problèmes très clairs au niveau structural. Demander dans une université qu'on mette le Wi-Fi ou que nos bibliothèques soient équipées ou que les laboratoires soient équipés, il y a quoi de politique? On va en parler tout à l'heure. D'accord. Sinon, nos collègues de l'école primaire, nos confrères de l'école primaire qui demandent, n'est-ce pas, des révélations salariales, il y a quoi de politique? On va en parler tout à l'heure. Mais est-ce que le gouvernement n'est pas en droit de s'imaginer ce qu'il s'imagine quand on sait qu'une trêve sociale a été signée il y a 1 an avec des syndicats et que jusque-là, les syndicats eux-mêmes reconnaissent que tout va dans le bon sens? Bon, d'abord, concernant la trêve sociale, il faut dire que la trêve sociale, ce n'est pas une loi. Vous voyez, c'est un contrat, c'est un accord qui a été signé entre des partenaires. Et jusque-là, nous pensons que les syndicats... Un accord signé entre des partenaires qui se doivent de respecter... Mais jusque-là, les partenaires respectaient... La parole donnée. Ils respectaient donc cette parole donnée jusqu'à ce que... L'État aussi dit qu'il a jusque-là respecté sa parole donnée. Jusqu'à ce qu'on arrête l'un de leurs pour que ça puisse s'embraser. Mais on ne doit pas prétester de la trêve sociale pour mettre sous l'éteignoir tous les problèmes vitaux, n'est-ce pas, et voir empirer les choses. La trêve sociale, d'accord, mais les réalités sociales d'abord. Et ces réalités nous imposent dans nos milieux qu'on nous donne le minimum pour que nous puissions travailler. Voilà, donc la trêve
vient pas interdire les grèves. Est-ce que vous voyez? Encore moins les revendications. Alors, il n'y a pas de contradiction dans ce qui se passe aujourd'hui. Alors, que revendiquez-vous en fait? Il se trouve que à l'ouverture de nos universités, n'est-ce pas, en 2012, l'État de Côte d'Ivoire a investi des milliards. Et le président Alassane Ouattara a promis aux Ivoiriens une université à l'américaine. Donc moderne. Moderne. Et de qualité. Je n'ai même pas dit ultra moderne et de qualité. Et on a vu à la télévision, on nous a présenté des choses à la télévision, une université entièrement réhabilitée, des laboratoires et des bibliothèques équipées, le Wi-Fi partout. Mais dès que le président Alassane Ouattara est parti, tout a disparu. Il n'y a jamais eu de Wi-Fi continu. Est-ce que ce n'est pas exagéré? Non, est-ce que c'est pas exagéré de dire tout à disparu? l'heure, nous vous ferons faire une visite, n'est-ce pas, si vous voulez. Il n'y a pas de Wi-Fi sur l'université. Qu'en 2019, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, la plus vieille université, celle qui porte le nom du père de cette nation, n'est pas le Wi-Fi, l'Internet et l'Intranet, alors que dans les autres universités de la sous-région, ne serait-ce que l'université de Ouaga ou bien celle de Niamey, ils ont le Wi-Fi. À se demander cela, c'est de trop à l'État de Côte d'Ivoire. C'est insultant pour nous. Demander cela va dans le sens de vouloir bien faire son travail. Alors, on demande à des étudiants de faire des recherches. Nous, quand nous étions étudiants, on se plaignait que nos bibliothèques, dans les bibliothèques, il y avait des vieux livres, tout ça. Mais aujourd'hui, même, ce sont des bibliothèques vides. Il n'y a même pas de livres. C'est inacceptable. Ou on fait de la formation et de la recherche, ou on ne la fait pas. Voilà pourquoi nous voulons poser ces problèmes-là, pour que l'État puisse nous aider, n'est-ce pas, à jouer notre rôle, celui de former, celui de faire la recherche, pour contribuer au développement de ce pays. Alors, je regarde sur cette fiche, vous avez en fait 3 catégories de revendications. La première catégorie de revendication est liée donc aux infrastructures, vous en parliez un peu tout à l'heure. La deuxième catégorie de revendication est liée à la gouvernance et aux conditions de travail. Et la troisième catégorie de revendication est d'ordre académique et liée à la recherche. Laquelle des catégories est prioritaire aujourd'hui? Il faut dire que ce n'est pas à nous de prioriser. Tous ces problèmes-là vont de pair. Tout se tient. Tout se tient. Donc on ne peut pas dire que voilà telle priorité. Au lieu vous payez les heures complémentaires, n'est-ce pas, qui sont un point d'orgue dans cette crise aux enseignants, sans que, n'est-ce pas, la maquette pédagogique ne soit ramenée, vous n'avez rien résolu. Vous faites cela tant qu'il n'y a pas de Wi-Fi aujourd'hui, parce que les exigences aujourd'hui universitaires nous imposent l'Internet, n'est-ce pas, sur l'espace universitaire. Si vous ne faites pas, vous n'avez rien fait. Je vous dis que dans chacune des catégories là, peut-être on peut trouver des priorités, mais on ne peut pas dire que non, c'est telle classe, l'infrastructure d'abord. Parce que tout s'imbrique et se tient. Alors, revenons à ce dont vous parliez tout à l'heure, qui fait partie des revendications liées à la gouvernance et aux conditions de travail. Le paiement intégral et sans condition des ponctions abusives et injustes sur les heures complémentaires 2015-2016, 2016-2017. De quoi il s'agit? Voilà. Oui. D'accord. Il faut dire que d'abord, on appelle heures complémentaires la différence entre les heures dues de service obligatoire et les heures effectuées. Et pour l'exercice 2015-2016, lorsque les enseignants ont fini de travailler, il s'est trouvé que pour payer ces heures complémentaires-là, le président de l'université a dit que certains étudiants n'ont pas été inscrits. Donc, si vous, par exemple, vous avez formé 100 étudiants, on a tenu compte donc par groupe de TD, on vous informe qu'il y avait 50 qui étaient inscrits. Donc, on ne paye pas pour les 50. Or, vous n'êtes pas un administratif. Vous, on vous amène des listes en classe, les étudiants sont là pour les enseigner. Ceux qui sont inscrits, ceux qui ne sont pas inscrits, vous ne pouvez pas le savoir. Et ça, à la fin, on dit ça. Donc, on fait des ponctions sur cette base-là. On dit qu'il y a le fait que certains
enseignants de rang B, les maîtres assistants, ont effectué des cours magistraux ou fait des séminaires. Alors que les tests leur permettent. Par principe, ce sont les professeurs de cours magistraux qui le font. Mais comme ils ne sont pas nombreux, il y a le fait que les tests disent qu'à défaut, un professeur de rang B, soit parce qu'il est spécialiste, on fait cela, on dit non, vous n'avez pas le droit de le faire, donc on ne paye pas. Mais pendant qu'on dit qu'on ne paye pas, il se trouve qu'on a fait des enseignements, on a fait des évaluations, qu'on accepte. Les résultats de ces évaluations, on donne des diplômes, mais on ne paye pas le travail fait. C'est un abus. Nous pensons que ça ne doit pas se faire. Et quand ça s'est passé, le ministre, à l'époque de l'enseignement supérieur, le professeur Ly Ramata, a arbitré. Elle a demandé donc au président de l'université de payer. Il y avait un document signé. Elle a refusé de le faire. Cette année encore, on a fait près de 2 mois de grève au mois d'octobre, septembre. C'est ça le même problème. Sur la base d'une promesse, on est revenu à l'école. Après, il y a eu un accord tripartite où les syndicats étaient présents, où l'université, la présidence de l'université était représentée, ainsi que des experts pour discuter de la question. Il est convenu qu'on paye. Ce document a été signé par toutes les parties. Il se trouve qu'aujourd'hui, le président dit qu'il ne paye pas encore. Donc vous voyez en clair, vous me dites indirectement que l'un des vrais problèmes aujourd'hui de cette crise, l'une des raisons de cette crise, c'est la question de la gouvernance, c'est ça? La question de la gouvernance, parce que lorsqu'un président d'université s'engage à travers une signature, et puis après il rétropédale, il y a lieu de se poser des questions. Est-ce que vous vous interrogez quant à ces exigences aussi? Vous savez, il y a un budget qui est fait. Un budget, c'est quelque chose de planifié. Je préfère même parler de contraintes. Les contraintes. Bon, nous ne pensons pas, puisque le président dit, à qui veut l'entendre, qu'il a fait faire des économies de 4 milliards, n'est-ce pas, à l'État, sur notre budget. Il a retenu 4 milliards. Donc, pour nous, il n'y a pas de contraintes. L'argent était là, il fallait payer. S'il n'a pas payé, il a d'autres objectifs. Qu'est-ce qu'on veut dire par rapport aux heures complémentaires? En réalité, les heures complémentaires, contrairement à ce qu'on fait croire à l'opinion, les seuls vrais perdants dans cette histoire, ce sont les enseignants. Parce que moi, je suis obligé de faire... Mais aujourd'hui, les étudiants sont à la maison. Oui, les étudiants sont à la maison, ce n'est pas de notre fait. Parce que, où vous venez, on vous enseigne réellement, ou on fait une parodie d'enseignement. On ne peut pas faire cette comédie-là. Est-ce que c'est aussi le nouveau système de LMD qui amplifie ces problèmes-là? Bien entendu, le LMD a un coût. Mais je veux d'abord revenir toujours sur la question des heures complémentaires. Il est dit que les vrais perdants, ou ceux qui font le sacrifice, ce sont les enseignants. Parce que vous faites 400 heures... En quoi sont-ils Oui, quand vous faites 400 heures, parce que la charge horaire obligatoire est de 200 heures. Donc, il finit de faire 200 heures d'enseignement, tout ce qu'il fait, c'est un surplus. Mais quand il fait 400 heures, ça veut dire que j'ai travaillé pour 2 enseignants. Pour 2 enseignants, l'État de Côte d'Ivoire doit payer au moins 14 500 000 francs, sans compter les primes annuelles. Or, quand un enseignant le fait en heures supplémentaires, l'État lui donne à peine 2 millions. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est l'État qui gagne. Et ça permet de terminer les années. Parce que sans heures complémentaires dans certains départements, on ne peut pas terminer les années. Est-ce que vous comprenez ceux qui ne vous comprennent pas? Mais bien entendu, on comprend ceux qui ne comprennent pas parce qu'ils ne savent pas généralement de quoi ils parlent. Vous avez des collègues également qui trouvent que c'est un peu exagéré. Mais qu'est-ce qui est exagéré? Voilà, les maquettes sont là. C'est une question de ratio, n'est-ce pas? Nombre d'apprenants, nombre d'étudiants et nombre d'enseignants. Est-ce que les enseignants ne se disent pas aussi un peu, bon, voilà, il y a un retour de la croissance depuis un moment, économiquement le pays se porte mieux, on souhaiterait profiter un peu plus de ce gâteau de la croissance? Non, si c'est ça, c'est pas par les heures complémentaires. Et il y a la plateforme ou bien l'intersyndicale, n'est-ce pas, au niveau de l'enseignement supérieur, qui a déjà déposé des propositions au ministère par rapport à la réévaluation salariale. Or, ici, il s'agit d'heures complémentaires. Voilà, donc pas de salaire. Voilà, donc ce n'est pas le cas. Alors, mais
revendiquer le paiement des heures complémentaires, est-ce que ça suffit à décréter une grève illimitée d'1 an? Dites-moi, dans quel secteur d'activité en Côte d'Ivoire ici, au privé ou, n'est-ce pas, au public, vous travaillez et puis 1 an après, 2 ans après, on ne vous paye pas. C'est la question des heures complémentaires. C'est un travail qui a été effectué, mais jusque-là, depuis 2016-2017, on a fait des ponctions injustes. Du coup, mais en dépit de ça, nous avons toujours enseigné. Nous avons déployé des revendications. Mais il se trouve que il y a eu un conseil de discipline qui a d'abord suspendu certains camarades, puis, n'est-ce pas, révoqué d'autres. On en revient à la question de la gouvernance, c'est ça? Voilà. Donc, nous pensons que ils sont allés un peu trop loin. Parce que la gouvernance, ce n'est pas une simple administration mécanique. C'est un management, n'est-ce pas, des ressources humaines. Ce n'est pas seulement une série de sanctions qu'on étale. Non, non, c'est aussi un dialogue constructif qu'il faut savoir initier et entretenir avec les différents partenaires. Ce n'est pas le cas. Mais la présidence de l'université... Donc, pour revenir donc, à cette grève illimitée qui a été lancée, ce n'est pas nous qui l'avons lancée, c'est la SENEC qui l'a lancée. Nous l'avons soutenue parce qu'en filigrane, il y avait aussi le fait qu'une grève avait été suspendue pour un motif. Et ce motif-là n'a pas été réglé jusqu'à présent. Donc voilà, l'un dans l'autre, ce qui fait que nous sommes dans cette situation aujourd'hui. J'en reviens à cette autre question que je vous posais tout à l'heure. Est-ce que vous pensez quand même à vos chers étudiants? Bien entendu. Ils ont marché il y a quelques jours pour exiger la reprise des cours. Et nous saluons déjà cette activité, cette marche-là. Ça prouve qu'ils sont soucieux de leur propre avenir. C'est la même chose. Nous avons été étudiants, nous savons dans quelles conditions nous avons été formés. Nous ne voulons pas pour eux ce qui est médiocre. Ce qui se fait, ce n'est pas contre eux. Quand par exemple, on dit un cours que vous donniez il y a 3 ans, 4 ans, en 25 heures, les cours magistraux, et 25 heures de travaux dirigés, pour des petits calculs économiques, entre guillemets, on vous dit dorénavant, donnez ce cours en CM en 12 heures, donc moins de la moitié. Et faites le CM, le TD, les travaux dirigés, en 8 heures, soit le tiers, pour le même cours. S'il ne s'agit pas ici d'une volonté manifeste de brader, n'est-ce pas, la formation, hein, on ne voit pas l'intention. Et c'est que justement nous on dénonce. Donc ce combat-là, ce n'est pas seulement le nôtre, c'est aussi le leur. Parce que nous voulons vraiment leur donner la connaissance dans les conditions, n'est-ce pas, idoines. Il y a le ministre Sidi Touré, le porte-parole du gouvernement, qui à la fin de ce conseil des ministres dont nous parlions tout à l'heure, a dit que dans les 24 heures, à partir donc de ce mercredi, qu'on aura des résultats qui iront dans le sens de l'apaisement. En clair, cela veut dire qu'il y a un dialogue qui est instauré entre vous, les enseignants, et le gouvernement. Bien entendu, il y a un dialogue qui est instauré et nous sommes en train de réfléchir. C'est déjà heureux qu'il y ait un dialogue, non? Bon, il y a un dialogue qui est instauré, je peux vous le confirmer. Donc, vous avez rencontré qui, quand? Bon, nous n'allons pas donner les détails ici, mais nous sommes en contact aussi avec les autorités, comme les autres syndicats. Et qu'est-ce qu'elles vous disent, les autorités? Oui, c'est... Vous suspendez d'abord le mouvement et on discute? Voilà, vous suspendez, on discute. Et vous savez que c'est difficile. Il y a eu déjà une suspension, après près de 2 mois, et on n'a rien eu. Et cette fois-ci encore, on nous demande de suspendre pour qu'on puisse voir. Alors que les problèmes n'ont pas bougé, puis des camarades ont été emprisonnés. Vous voyez que la décision est difficile à prendre. Mais nous allons tous dans le sens de sortir de cette impasse-là pour que l'école puisse, n'est-ce pas, redémarrer et aller de plus belle. Donc vous confirmez que dans les 24 heures, comme l'a dit M. Sidi Touré, une solution ou des solutions pourront être trouvées? Je ne confirme pas celui qui l'a dit, mais nous souhaitons qu'effectivement, le plus rapidement possible, nous puissions trouver une solution
à ces problèmes qui n'honorent pas, n'est-ce pas, l'école ivoirienne, encore moins la Côte d'Ivoire. Dans le fond, est-ce que vos revendications ici à l'université ne cachent pas quand même des problèmes beaucoup plus profonds, des causes plus profondes de la crise à l'université, des problèmes liés, des problèmes d'ordre structurel? Bien entendu. Vous savez, et puis ce ne sont pas des problèmes nouveaux. Si vous suivez bien l'actualité, depuis 2010, ces problèmes-là sont posés. Les problèmes d'infrastructure, les problèmes fonctionnels, les problèmes de gouvernance, les problèmes d'équipement, ce ne sont pas des problèmes nouveaux. On a cru qu'avec la rentrée de 2012, la rouverture des universités après leur fermeture, les choses allaient évoluer, mais nous sommes en train de patiner. Nous sommes en train de patiner surtout depuis ces 3 dernières années. Nous sommes en train de patiner. Voilà pourquoi, fatigués des grèves qui n'en finissent pas, n'est-ce pas, nous voulons qu'on convoque les États généraux ou une concertation nationale sur l'enseignement supérieur, particulièrement les universités publiques, pour qu'on puisse débattre franchement, avec le bon ton, fraternellement et de façon constructive, pour faire des propositions pour sortir nos universités du trou. Parce que vous savez bien que le dernier classement des 200 meilleures universités africaines, nous n'y figurons pas. L'université Félix Houphouët-Boigny ne figure pas parmi ces universités-là. Alors que l'université de Ouaga et 4 autres universités sénégalaises sont classées, nous pouvons faire plus que ça. D'autant plus qu'au CAMES, n'est-ce pas, les enseignants ivoiriens sont les premiers au CAMES. Mais comment se fait-il que notre université n'est même pas classable? Est-ce que dans vos revendications, vous irez jusqu'à demander le départ de l'actuel président de l'université, Félix Houphouët-Boigny? Le CODEC est une structure qui veut envoyer une autre manière de revendiquer, n'est-ce pas? Et nous, jusque-là, on ne l'a pas demandé. Mais nous pensons que ceux qui nomment, quand on nomme quelqu'un à un poste, c'est pour faire avancer, n'est-ce pas? C'est pour bien gérer, pour ne pas qu'il y ait des crises. Mais le constat est là aujourd'hui. C'est à eux d'apprécier si après cette crise, il faut maintenir ou pas. Mais nous pensons que ça va de soi quand on parle de problèmes de gouvernance. Et je l'ai dit il y a quelques jours de cela dans un discours après notre marche verte. J'ai dit que l'actuel président de l'université a peut-être les aptitudes, n'est-ce pas, pour être président, peut-être, mais n'a pas l'attitude que revêt un président d'université. Parce qu'un président d'université, et c'est la première fois au monde, je le dis toujours là où je passe, c'est la première fois au monde où un président d'université traite ses collègues de voleurs, de fraudeurs, sans preuve. C'est la première fois au monde où un président d'université demande aux apprenants, qui sont nos étudiants, de frapper leur maître. Et je suis encore surpris, n'est-ce pas, qu'ils soient encore là. Parce que c'est gravissime. On ne peut pas passer cela sous silence ou bien minimiser. Un appel, imaginez le président de la République demandant aux populations de frapper les collecteurs d'impôts ou bien les agents du Trésor. Mais vraiment, c'est inimaginable. Mais alors, seulement en Côte d'Ivoire, qu'on voit cela, et j'espère que les autorités vont prendre la mesure de la situation. Parce que être aussi chef, c'est moral. Aujourd'hui, quel est le ressentiment d'un enseignant vis-à-vis d'Abou Karamoko, qu'on le dise ou pas? Quelqu'un qui dit frapper les enseignants, quelqu'un qui dit dans tous les journaux, ce sont des voleurs, ce sont des fraudeurs. Moralement parlant, est-ce que les enseignants même se reconnaissent en lui comme leader, comme chef? Toute dernière préoccupation, jusqu'où irez-vous dans vos revendications? On sait que l'État n'a pas trop envie de céder à ce qu'il considère comme de la manipulation politique. Non, non, ce n'est pas de la manipulation politique. Nous l'avons dit. Nos revendications sont claires. Et nous, c'est factuel. Tout ce que nous disons, c'est factuel. Comme nous démêler le politique du syndical. Donc, nous pensons que l'État se rendant compte de la situation, que ce n'est pas une affaire politique. C'est une injure même aux universitaires de dire qu'ils sont manipulés par des politiques. Si quelqu'un devait manipuler quelqu'un dans ce pays, c'est nous les universitaires qui allons manipuler et le politique et l'économique. Parce que nous avons la connaissance ici pour ça.
Non, non. Nous voulons juste que la Côte d'Ivoire soit un pôle d'excellence au niveau de l'école, un pôle d'excellence au niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et cela passe nécessairement parce qu'on s'asseye pour discuter. Nous ne voulons pas imposer quelque chose à l'État, nous ne pouvons pas l'imposer. Mais il faut aller dans le sens de construire réellement la Côte d'Ivoire. Et ça va se faire qu'avec une université équipée où les enseignants ont les moyens pour travailler et des obligations de résultats. Voilà ce que je peux dire sur la question. Et je pense que le gouvernement, qui va aussi dans le sens d'une émergence de ce pays, ne peut pas mettre tout un pan des acteurs de ce développement-là, notamment les enseignants, qu'ils soient du primaire ou du supérieur, en dehors de ce processus. Je vous remercie et très bonne journée. Merci, c'est moi qui vous remercie.